La neige engloutissait les empreintes de marque plus vite qu'il ne pouvait les faire. Il s'était entraîné pour cela. Des stages le week-end, des heures d'exercice sur YouTube, des carnets remplis de conseils. Mais rien de tout cela n'expliquait pourquoi ses mains s'engourdissaient, alors même qu'il avait un feu allumé. La flamme crépitait, son corps se refroidissait, et l'erreur à laquelle il se fiait se resserrait déjà autour de lui comme un nœud coulant. On peut presque entendre son souffle se raccourcir tandis que le vent lacère la crête. Les gens ne meurent pas parce que la nature est cruelle. Ils meurent parce qu'ils se fient à la mauvaise règle au pire moment possible. Un mythe ne vous tue pas immédiatement. Il attend. Il vous laisse vous sentir en sécurité. Puis, il supprime une option après l'autre jusqu'à ce qu'il ne reste rien d'autre que le froid, la soif et le temps qui s'écoule. Voici la vérité. Les conseils que vous avez entendus en cours, d'un ami ou dans un vieux manuel ne sont pas seulement obsolètes. Certains sont mortellement rétrogrades. Et si demain, les choses tournent mal, voiture en panne, sentier perdu, tempête qui approche, vous ne vous élèverez pas au niveau de votre entraînement. Vous chuterez à la qualité de celui-ci. 5 mythes, 5 mécanismes de mort, 5 protocoles réels qui vous maintiennent en vie lorsque l'air se raréfie et que la marge disparaît. Et le premier se cache dans quelque chose d'apparence inoffensive. Vous avez besoin d'un cadre qui ne cède pas sous la pression. Voici donc la structure de ce que vous allez entendre. 5 mythes de survie que la plupart des civils, et bien trop de personnes entraînées, répètent sans hésitation. Pour chacun, vous découvrirez le mensonge séduisant, le mécanisme silencieux qui vous tue réellement, et le protocole testé sur le terrain qui remplace l'instinct par la précision. Pas de fioritures, pas d'héroïsme cinématographique, juste de la physique, de la physiologie et des choix que vous pouvez exécuter sous stress. Considérez cette partie comme la carte avant que la tempête ne frappe. La survie n'est pas aléatoire, elle est mécanique. La température baisse à des rythmes prévisibles. La déshydratation sabote la cognition bien avant que vous ne ressentiez la soif. Le terrain vous mène vers des pièges que votre cerveau ne reconnaîtra pas une fois la panique installée. Chaque mythe auquel vous croyez devient un angle mort, et les angles morts deviennent des victimes. Vous entendrez parler d'eau qui semble pure mais qui porte son propre compte à rebours. Vous entendrez parler de feu qui vous réconforte tout en vous préparant silencieusement à l'hypothermie. Vous comprendrez pourquoi un abri peut vous tuer plus vite que l'exposition si vous suivez la mauvaise séquence. Et avant d'avoir terminé, vous comprendrez pourquoi vos jambes lâchent, non pas par faiblesse, mais par une gestion catastrophique de l'énergie que vous pensiez pouvoir surmonter. Tout dans ce film pointe dans une seule direction. Affinez les décisions que vous prenez dans les 90 premières minutes d'une crise. Car cette fenêtre, ces 90 minutes, créent la trajectoire qui détermine tout ce qui suit. Et maintenant, le premier mensonge commence par quelque chose en quoi vous avez eu confiance depuis l'enfance, l'apparence de l'eau claire. L'eau claire est une eau sûre. C'est le premier mensonge, simple, élégant et mortel. Les gens le répètent parce que la clarté évoque la pureté. Si vous pouvez voir le fond, votre cerveau désactive ses soupçons. Marc a fait la même supposition. Vous aussi, probablement. La mauvaise information dit que l'eau courante et transparente d'un ruisseau de montagne est fondamentalement propre. Elle vous dit que le froid tuera tout ce qui est dangereux. Elle vous dit que l'eau courante est un filtre naturel. Voici le mécanisme de mort. Les agents pathogènes ne se soucient pas de la clarté. Les kystes de Giardia sont presque invisibles et peuvent survivre dans l'eau froide pendant 3 mois. Le cryptosporidium se rit des températures glaciales. Les virus voyagent sur des particules microscopiques que vous ne verrez jamais. Même un ruisseau frais peut contenir une contamination fécale animale provenant d'un demi-kilomètre en amont, et vous ne la sentirez jamais. Lorsque vous buvez de l'eau non traitée, vous ne ressentez pas le danger. Pas pendant des heures, parfois pas pendant des jours. Mais une fois que les symptômes apparaissent, vomissements, diarrhée, déshydratation, vous perdez des liquides plus vite que vous ne pouvez les remplacer et le froid accélère la spirale. À ce stade, ce n'est plus une maladie, c'est une horloge. Et l'horloge s'arrête vite. Voici le protocole réel.
Portez l'eau à ébullition pendant 1 minute complète au niveau de la mer et 3 minutes au-dessus de 6000 pieds, environ 1800 mètres. Récupérez la neige des zones ombragées, puis faites-la fondre avant de la faire bouillir. Ne mangez jamais directement de la neige. Cela fait chuter votre température corporelle comme une pierre. Si vous transportez un filtre, choisissez-en un conçu pour les protozoaires et les bactéries, puis suivez avec un traitement chimique pour les virus. L'iode nécessite 30 minutes dans de l'eau chaude pour atteindre son efficacité. Si vous n'avez rien, improvisez un retrait des sédiments avec un tissu, puis faites bouillir. Ne faites jamais confiance à la clarté. Ne faites jamais confiance au débit. Traitez tout. À chaque fois. Et une fois que vous comprenez que quelque chose de sûr peut tout de même vous démanteler molécule par molécule, le deuxième mythe frappe encore plus fort. Le feu signifie la chaleur. C'est le deuxième mensonge, et c'est celui qui tue les gens qui croient ces jadéchesses et croient faire tout correctement. La mauvaise information est la suivante. Si vous parvenez à allumer une flamme, vous avez gagné. Le feu égale la chaleur. La chaleur égale la sécurité. Les instructeurs de survie adorent celle-ci, car elle semble primale et valorisante. Vous construisez un feu, et soudain, vous imaginez vos problèmes se réduire. Mais voici le mécanisme de mort. Un feu ne vous réchauffe pas. Le flux d'air le fait. La convection tire la chaleur vers le haut, pas vers l'extérieur, ce qui signifie que des flammes vives peuvent laisser votre dos gelé, même si votre visage brûle. Pire, le feu accélère la perte de chaleur par évaporation. Si vos vêtements sont, ne serait-ce que légèrement humides, rester trop près force l'humidité à remonter à la surface, où le vent l'emporte à une vitesse terrifiante. Votre peau se refroidit, votre corps se refroidit, et vous ne le remarquez pas avant que vos doigts ne deviennent lents et que vos pensées ne traînent comme une corde mouillée. Ajoutez le refroidissement éolien, seulement 24 km/h, et votre gain de chaleur radiante tombe à presque zéro. Un feu devient une distraction, pas une protection. Voici le protocole réel. Positionnez-vous bas et près de réflecteurs, empilez des pierres ou placez un bouclier thermique derrière vous pour renvoyer l'énergie infrarouge vers votre torse. Séchez vos vêtements avant de réchauffer votre corps. Enlevez les couches humides, tenez-les près des braises, pas des flammes, et faites-les pivoter constamment pour éviter le refroidissement par la vapeur. Construisez un feu de bûche ou un feu de tranchée pour maximiser la surface et la puissance de rayonnement. Bloquez d'abord le vent, même si cela signifie retarder l'allumage. Et ne restez jamais immobile une fois que vous avez froid. Bougez, respirez profondément et générez de la chaleur interne avant de vous fier à la flamme. Le feu est un outil, pas une garantie. Traitez-le comme un allié faible. Car une fois que la chaleur devient une illusion, le troisième mythe prend forme, celui qui vous convainc de construire la mauvaise chose au mauvais moment. Les humains s'accrochent aux mauvais conseils de survie pour une raison. Le cerveau déteste l'incertitude plus qu'il ne déteste le danger. Les biais cognitifs prennent le dessus et le mythe semble plus sûr que la vérité. Le biais de confirmation vous pousse à ne remarquer que les moments où l'ancien entraînement a fonctionné, tout en ignorant discrètement les fois où il a failli échouer. Vous vous souvenez du ruisseau propre dont vous avez bu sans conséquence, et non des variables qui se sont avérées en votre faveur. Vous vous souvenez d'avoir fait un feu et d'avoir eu chaud pendant quelques minutes, pas de l'apparition des doigts engourdis qui a suivi. Il y a un autre piège, le biais d'autorité. Si quelqu'un de confiant, un instructeur, un ami, une personnalité de la télévision vous a donné une règle, votre cerveau l'enregistre comme une loi. Plus l'instruction est spectaculaire, plus votre mémoire la solidifie. Sous l'adrénaline, vous ne remettez pas en question la règle, vous l'exécutez automatiquement. La survie devient une mémoire musculaire, et si cette mémoire est erronée, l'issue est inévitable. La contagion de la panique aggrave les choses. Quand vous êtes perdu, que vous avez froid ou que vous êtes blessé, vos pensées se dispersent. Vous saisissez la première idée familière parce qu'elle donne l'impression de maîtriser la situation. Un randonneur en Utah a suivi une rivière en aval pendant 6 heures parce que c'est ce qu'il faut faire, même si chaque paroi du canyon l'enfonçait plus profondément. Son raisonnement n'était pas de la stupidité,
C'était du désespoir déguisé en logique. Et puis vient le biais le plus dangereux de tous, l'illusion de compétence. Lorsque rien n'a encore mal tourné, vous supposez que rien ne le fera. Cette fausse confiance crée un vide silencieux, là où un meilleur jugement devrait se trouver. Le mythe suivant alimente parfaitement ce vide, car il récompense les gens pour avoir travaillé dur dans la mauvaise direction. L'abri d'abord, toujours. C'est le troisième mensonge, populaire, réconfortant et désastreusement incomplet. La mauvaise information insiste sur le fait que votre première priorité est de vous mettre un toit sur la tête, que ce soit une cabane en débris, un appentis ou tout ce qui ressemble à un nid. Les gens aiment ce conseil parce qu'il semble productif. Vous construisez quelque chose, vous voyez des progrès. Cela donne l'illusion de contrôle. Voici le mécanisme de mort. Construire un abri brûle des calories à un rythme brutal, jusqu'à 450 par heure dans des conditions froides. Chaque calorie perdue est de la chaleur que vous ne pouvez pas remplacer, de l'hydratation que vous ne pouvez pas récupérer et du temps que vous passez exposé. La plupart des débutants passent 90 minutes à construire quelque chose qui échoue dès que le vent change de direction. Pire, le matériau de l'abri attire l'humidité sur votre peau. Les débris retiennent de l'eau. L'écorce transpire. La neige se compacte en glace. Vous pensez créer de la chaleur, mais vous créez en fait une perte de chaleur par conduction. Et si vous n'avez pas d'abord stabilisé votre température corporelle, l'abri devient une boîte réfrigérée qui piège votre corps, qui se refroidit à l'intérieur. Un cercueil de votre propre fabrication. Voici le protocole réel. Priorisez votre corps avant votre structure. Isolez votre corps avec tout ce qui est sec, mousse, feuilles, vêtements de rechange, même des déchets, avant de rassembler les matériaux d'abri. Sécurisez votre triangle de chaleur dans l'ordre. Brise-vent, isolation, puis couverture supérieure. Construisez uniquement ce dont vous avez besoin pour vos conditions. Si la nuit tombe, créez un simple demi-abri ou un écran anti-vent plutôt qu'une enceinte complète. Restez en mouvement jusqu'à ce que votre rythme cardiaque augmente et que vos mains retrouvent leur dextérité. Positionnez l'entrée de l'abri à l'écart du vent dominant et élevez-vous du sol avec au moins 2 pouces, environ 5 cm d'isolation. Testez les fuites de courant d'air avec votre souffle. Observez la vapeur. Si elle disparaît latéralement, ajustez la paroi. Un abri n'est pas une maison. C'est un dispositif de gestion thermique. Et si vous le construisez mal ou trop tôt, il devient le lieu de votre dernière erreur. Mais le mythe suivant vous attire encore plus, car il prétend offrir une issue. Suivre la rivière. C'est le 4e mensonge, et c'est un mensonge qui semble suffisamment logique pour être irrésistible. La mauvaise information vous dit que l'eau mène toujours à la civilisation. Elle vous dit que si vous êtes perdu, vous devriez aller en aval, car les villes, les routes et les gens se trouvent toujours près des rivières. C'est une idée réconfortante, simple, linéaire et propre. Mais voici le mécanisme de mort. Les rivières se freinent le chemin de moindre résistance pour elles-mêmes, pas pour vous. Le terrain s'engouffre dans des canyons, des points d'étranglement, des falaises et des escarpements qui vous forcent à affronter des dangers dont vous ne pouvez pas vous échapper. Dans les environnements froids, l'humidité près de l'eau accélère la perte de chaleur jusqu'à 30%. En terrain estival, les ondes ripariennes agissent comme des aimants pour la faune, y compris les prédateurs et les animaux territoriaux que vous surprendrez à bout portant. Le pire de tout, suivre une rivière vous éloigne des hauteurs, où vous pourriez réellement obtenir une confirmation visuelle des routes, des structures et des sentiers. La descente en aval peut ajouter des kilomètres de détours, doublant la consommation d'énergie lorsque vous êtes déjà en manque de carburant. Une rivière ne vous sauve pas, elle vous épuise. Voici le protocole réel. Gagnez de l'altitude chaque fois que possible. Même une élévation de 30 à 50 pieds, environ 9 à 15 mètres, peut révéler des lignes artificielles, clôtures, chemins coupés, couloirs électriques. Recherchez la symétrie et les bords droits. La nature fait rarement des lignes droites. Déplacez-vous latéralement vers le terrain le plus sûr, pas aveuglément en aval. Si vous utilisez un cours d'eau,
Utilisez-le comme une ressource, pas comme un itinéraire. Collectez de l'eau, identifiez les directions cardinales en utilisant la réflexion du soleil, puis éloignez-vous. Traversez tôt si vous devez traverser. Les sections larges et peu profondes à la mi-journée sont les plus sûres. Marquez votre mouvement avec des signaux délibérés, des marques au sol, un contraste de couleurs ou des objets réfléchissants. Les rivières vous tendent par leur élan, mais la survie exige une direction intentionnelle, pas une dérive gravitationnelle. Car une fois que vous commencez à dériver mentalement en aval, le dernier mythe s'insinue, celui qui vous convainc de gaspiller le reste de vos forces sur un mensonge. Vous pouvez surmonter la fatigue. C'est le 5e mensonge. Le mensonge héroïque, séduisant, celui qui vous convainc qu'une pure volonté peut vaincre la physiologie. La mauvaise information dit que vous pouvez juste continuer à bouger, qu'arrêter est dangereux, que le repos équivaut à de la faiblesse. Les films l'enseignent, les mauvais instructeurs le répètent. Et quand la peur s'installe, vous y croyez parce que faire plus semble plus sûr que faire moins. Voici le mécanisme de mort. La fatigue n'est pas une sensation, c'est un signal d'urgence biologique. Une fois que votre glycogène baisse, votre cerveau limite la prise de décision. Les temps de réaction ralentissent jusqu'à 25%. Les faux pas se multiplient. Vos muscles stabilisateurs lâchent en premier, ce qui signifie que votre cheville se tord plus facilement. Vos genoux vacillent et votre foulée se raccourcit. Cette instabilité, de seulement quelques centimètres, rend les chutes beaucoup plus probables. Et les chutes sont l'un des principaux mécanismes de décès en pleine nature. Ajoutez la déshydratation et votre sang s'épaissit, forçant votre cœur à travailler plus dur pour moins de résultats. Poussez assez longtemps et votre corps passe en combustion catabolique. Vous commencez à digérer vos muscles pour en faire du carburant. Chaque minute de dépassement devient une dette métabolique que vous ne pouvez pas rembourser. Voici le protocole réel. Arrêtez avant de vous sentir épuisé. Asseyez-vous pendant 90 secondes, suffisamment longtemps pour que votre rythme cardiaque diminue, mais pas assez pour vous refroidir. Sirotez, ne buvez pas à grande gorgée. Mangez de petites bouchées riches en glucose, toutes les 30 à 45 minutes. Adaptez votre rythme à votre respiration. Si vous ne pouvez pas prononcer une phrase complète, ralentissez jusqu'à ce que vous le puissiez. Alternez délibérément les tâches. Marchez, faites une pause, scannez le terrain, marchez à nouveau, afin que votre cerveau ait de micro-réinitialisations au lieu de fonctionner à plein régime. Et fixez des seuils de retournement. Si vous avez utilisé un tiers de votre lumière du jour ou de vos calories, faites demi-tour. La survie est une question de gestion, pas de bravade. Maintenant, l'escalade. Imaginez que vous avez cru au premier mythe, bu de l'eau insalubre, et que vos intestins compromettent déjà l'absorption. Combinez cela avec le 4e mythe, suivre une rivière vers un terrain plus froid et plus étroit. La déshydratation frappe plus fort. L'humidité vous refroidit plus vite. Vos jambes faiblissent. Vous continuez quand même. C'est l'effet multiplicateur. 2 mythes erronés, fusionnant en une trajectoire létale. Note de terrain. Si vous êtes trop épuisé pour penser clairement, utilisez l'astuce de l'audit thermique. Touchez 3 points. Sternum, bas du dos, cuisse. Si l'un d'eux vous semble froid au toucher, vous avez immédiatement besoin de calories, d'isolation ou d'ajustement d'abri. Votre peau ment. Vos mains, non. Car une fois que vous voyez comment les mythes s'accumulent et se propagent, une seule chose reste, les règles qui vous empêchent de les refaire. Voici la synthèse, les règles strictes qui transpercent chaque mythe que vous avez entendu. Premièrement, traitez toute l'eau comme une arme chargée. Elle peut paraître inoffensive, mais la clarté n'est pas une garantie de sécurité. Deuxièmement, gérez la chaleur, pas les flammes. Votre corps est le four, le feu n'est qu'un accessoire. Troisièmement, stabilisez-vous avant de construire quoi que ce soit. Un abri est inutile si votre température corporelle chute déjà. Quatrièmement, choisissez le point de vue, pas la vitesse. Les hauteurs révèlent des options que la descente rapide en aval cache. Cinquièmement, reposez-vous avec intention. La fatigue est une limite, pas un défi pour votre ego. Ces règles ne sont pas de la philosophie.
Elles sont la différence entre une crise et une récupération. La survie n'est pas un seul moment héroïque, c'est une chaîne de petites décisions disciplinées prises avant que la panique ne s'empare de votre raisonnement. Vous ne vous élèverez pas au niveau de votre confiance. Vous chuterez à la précision de vos choix. Imaginez le monde se taire un instant. Le vent s'est arrêté, les arbres immobiles, le ciel s'assombrissant. Quelque part dans ce silence, un seul détail décide de tout. La façon dont la vapeur s'échappe de votre souffle, la température de votre colonne vertébrale, l'angle d'une crête que vous avez presque ignorée. La survie n'est pas bruyante, elle est subtile, et la nature tient le compte, que vous y prêtiez attention ou non. Lequel de ces mensonges croyez-vous déjà?